surfe sur les vagues de Floride, ça fait tilt dans le cœur de tous ses amis. Les nouvelles aventures de Flipper le Dauphin, mardi 20h30 sur la 3. Flipper, t'es formidable! Renault a fait ce film pour tous les passionnés de technologie. Pour tous ceux qui savent que c'est très compliqué de tout rendre simple. La technologie, c'est merveilleux. Renault, des voitures à vivre. Chocolat bouquet d'or, offrez du plaisir. One Man Show. One Man Show. One Man Show de Jacques Bogart. Oui, mais Jacques Bogart ne crée que pour l'homme. J'espère bien. One Man Show de Jacques Bogart. Pélican. Sur la 3, c'est la fête et ça saute aux yeux. Nous sommes tous des Pères Noël. Le 24 décembre, à partir de 19h, Rejoignez-nous sous le cirque Pinder, pelouse de Reuilly. nous vous invitons à une grande fête. Yves de Risbourg vous attendra avec France Inter pour collecter vos cadeaux. L'abbé Pierre sera avec nous et vos cadeaux seront redistribués par Emmaüs à tous les enfants qui n'ont pas de Noël. Dès 20h30, nous ferons une grande fête avec une pléiade de vedettes. Pierre Perret, Gilbert Montagnier, Nicole Croisy, Sheila, Raph Dedushka, Simon et les Modanais et Gene Manson. Ho Ho Ho, et Denise Twist et des tas de surprises. Oui, des tas de surprises car n'oubliez pas, le 24 décembre en direct, Nous sommes tous des des Pères Pères Noël Noël sur FR3. Alors, n'oubliez pas, venez passer la nuit de Noël avec nous sous le chapiteau Pinder, pelouse de Reuilly, Paris 12e, métro Porte Dorée. Soir 3, Jacqueline Alexandre. Catastrophe en série. La nuit dernière, 1500 disparus aux Philippines dans le naufrage d'un ferryboat. Cet après-midi, 16 morts et aucun survivant dans le bimoteur qui s'est écrasé à Bordeaux. Encore 3 Palestiniens tués dans les territoires occupés, tandis que les Arabes d'Israël ont manifesté leur soutien par une grève très suivie. Jacques Chirac en Franche-Comté reçoit les encouragements d'Edgar Faure. Les deux hommes sont d'accord sur tout, même pour défendre les fromages français. Banque de France, de grève lasse, le travail a repris ce matin, mais sur le fond, les problèmes demeurent. Bonsoir. Catastrophe aérienne cet après-midi dans la proche banlieue de Bordeaux. Un bimoteur affrété par Air France s'est écrasé en début d'après-midi, peu avant son atterrissage. Cette catastrophe a fait, je crois, plusieurs morts, oui 16 morts exactement, 13 passagers et 3 membres de l'équipage. De notre station de Bordeaux, Bernard Bonin. L'accident s'est produit vers 15h16 sur la commune des Innes dans l'axe normal d'atterrissage de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. À ce moment-là, un épais brouillard enveloppait le domaine du Pinsent lorsque l'avion de type Embraer s'est écrasé au sol avant de s'enflammer très rapidement. Ce bipropulseur de 11 tonnes assemblé au Brésil transportait 16 personnes, 13 passagers et 3 membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant. L'appareil appartenant à Air Littoral était affrété par Air France et effectuait la ligne Bruxelles-Bordeaux. L'incendie provoqué par la chute de l'appareil était rapidement maîtrisé par les pompiers. Les forces de gendarmerie parvenaient sur les lieux. Les recherches d'éventuels survivants ont commencé en vain, puis c'était la recherche et l'identification des cadavres.
La nuit est très rapidement tombée ici et les sapeurs-pompiers ont dû installer un éclairage de campagne pour procéder à l'enlèvement des corps des 16 victimes qui ont été alignés en bordure de la route avant d'être transportés à Bordeaux vers la morgue du CHR Pellegrin. Ce matin, nous apprenions une catastrophe dont le bilan est exceptionnellement lourd. Près de 1500 personnes ont péri dans le naufrage d'un ferryboat au large des Philippines. Une catastrophe dont l'ampleur rappelle la tragédie du Titanic en 1912. À l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué la collision entre le Doña Paz et le pétrolier Victor. Gérard Pinson. Une nappe d'hydrocarbures sur la mer de Chine, seule trace de la tragédie survenue la nuit dernière à 150 km au sud de Manille. Le Doña Paz, avec au moins 1500 personnes à bord, a percuté le Victor, chargé de 8800 tonnes de carburant. Aussitôt les deux navires se sont embrasés, les 26 rescapés hospitalisés ce matin à Manille souffrent de graves brûlures pour avoir plongé dans la mer en feu. Ces quelques survivants, 24 passagers du ferry et 2 des 13 marins du pétrolier, ont tous témoigné de la panique qui a suivi la collision. Dans cet archipel de quelques 7000 îles, les ferries sont le moyen de transport le plus utilisé par les Philippins. En 1980 déjà, une collision de ce type avait coûté la vie à plus de 500 personnes. Cette fois, le bilan est encore plus terrible, au moins 1480 morts. Les gardes-côtes philippins estiment qu'une erreur dans les échanges de signaux entre les deux bâtiments pourrait être à l'origine de la catastrophe. Catastrophe en série aujourd'hui. 2 informations nous sont parvenues en cours de soirée. Aux États-Unis, un hélicoptère qui tentait d'atterrir s'est écrasé sur une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. À son bord, 15 personnes. Les gardes-côtes ont annoncé plusieurs morts. On ne sait pas s'il y a des rescapés. Enfin, en Égypte, à Alexandrie, une explosion s'est produite dans un dépôt de produits chimiques. 6 personnes ont été tuées sur le coup, une 50aine d'autres blessées. Leur jour ne serait pas en danger. En Israël, l'agitation continue. 3 manifestants palestiniens ont été tués ce matin en Cisjordanie par des gardes frontières israéliens. Au bout de 13 jours d'affrontement, cela porte à 18 le nombre des victimes selon les Israéliens, à 22 selon les Palestiniens. Par ailleurs, une grève générale des Arabes israéliens a paralysé une grande partie du pays. Hubert Coudurier. Nazareth, 40 000 habitants, première agglomération arabe d'Israël, était ce matin une ville morte. Comme ailleurs, on y suivait le mot d'ordre de grève lancé pour 24 heures par les élus de la population arabe afin de dénoncer la répression dans les territoires occupés. Enchaînement désormais classique, des pierres sont lancées contre les forces israéliennes, des barricades rapidement dressées suivies de charges des trop fameux bérets verts, ces gardes-frontières druzes réputés pour leur brutalité. 8 Palestiniens de la bande de Gaza ont d'ailleurs porté plainte à ce sujet devant la Cour suprême d'Israël. En dépit du rôle modérateur des élus arabes, la violence s'est répétée un peu partout du nord au sud du pays et autour de la ville sainte. 2 manifestants ont d'ailleurs été tués à Jenin, au nord de la Cisjordanie, et un 3e non loin de là. La grève, quant à elle, a été massivement suivie tant par les Arabes musulmans que chrétiens. Près de 650 000 aujourd'hui, ces Arabes israéliens qui ont choisi de rester en Israël en 1948 se sentent néanmoins solidaires de ceux qui ont fait un choix différent, d'autant qu'ils n'ont jamais réellement été des citoyens à part entière de l'État hébreu. De son côté, le gouvernement israélien est toujours partagé sur la réponse à apporter à la crise. Il y a les partisans du compromis politique et ceux de la fermeté à tout crin. Peu importe notre image internationale, la sécurité d'Israël d'abord a provisoirement tranché le Premier ministre Shamir, tandis que des messages de soutien aux Palestiniens se multiplient. Nouvelles inculpations dans l'affaire Luchaire. L'ancien bras droit de Charles Hernu, Jean-François Dubos, aujourd'hui maître de requête au Conseil d'État, ainsi que Guy Mottet, membre du directoire de la société Luchaire, ont été inculpés d'infraction à la législation sur le commerce des armes de guerre, faux et usage de faux, trafic d'influence et corruption de fonctionnaires, ce qui pour l'instant porte à 3 le nombre d'inculpés dans cette affaire de vente d'armes à l'Iran. Dernier déplacement officiel de Jacques Chirac en province pour l'année 1987. Le Premier ministre était en Franche-Comté. Le président du Conseil régional, Edgar Faure, UDF, l'a assuré de son soutien pour l'élection présidentielle, rendant hommage à son action pendant la cohabitation. La coexistence, dit-il, a permis aux Français d'exprimer d'une seule voix leurs sentiments sur les sujets essentiels. Le Premier ministre et Edgar Faure sont également tombés d'accord sur un sujet régional sensible
les qualités du vacherin Mont d'Or, injustement éclaboussé par le scandale qui frappe son cousin suisse. Philippe de Savski. Après Lille, Arras, Angoulême, ville socialiste, Besançon a reçu le Premier ministre. Jacques Chirac entend se donner, à la veille de la campagne présidentielle, une image de rassembleur. Le maire de la ville, le rocardien, Robert Schwint, lui a réservé un accueil dans la tradition républicaine, franc et courtois. Image d'ouverture à gauche, mais aussi opération de charme en direction de ses alliés centristes et libéraux, concrétisée aujourd'hui par le soutien que lui apporte Edgar Faure, le président UDF radical de la région. Je soutiens M. Chirac sans épris d'agressivité contre d'autres candidats. La campagne n'est pas encore ouverte parce que M. Chirac est l'homme qui est le chef de la majorité. Premier ministre accepté par l'UDF et le RPR. Je ne vois pas en quoi ces attitudes sont contradictoires. Elles me paraissent au contraire conformes. Trouvez-vous que Jacques Chirac a changé depuis 1981 ? Je suppose que comme le vin et comme moi-même, il s'est encore amélioré. Dans ses bagages, le Premier ministre avait apporté quelques cadeaux de Noël, entre autres la promesse de poursuivre le développement de l'université technique de Sévenant près de Belfort, qui semblait pourtant ne plus être une priorité pour le gouvernement. Cette université avait été lancée par l'ancien ministre socialiste de l'Éducation, Jean-Pierre Chevènement. Jacques Chirac est aussi intéressé aux problèmes agricoles de la région et a tenu à soutenir les producteurs de fromage en se prêtant volontiers à une dégustation de vacherin Mont d'Or qui dorénavant est en bonne place sur le plateau de fromage de Matignon et de l'Hôtel de Ville de Paris. Vote du budget de la région Champagne-Ardenne. Les élus socialistes du conseil régional de Champagne-Ardenne étaient au pied du mur aujourd'hui. Ou bien ils s'abstenaient dans le vote du budget régional et ils permettaient à la majorité de le faire adopter, ou bien ils faisaient cause commune avec le Front National en votant contre. Les délibérations vont se poursuivre tard dans la soirée. Le vote devrait intervenir demain. À l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas quelle attitude les socialistes vont décider d'adopter. On ne sait même pas s'ils vont voter comme un seul homme ou si certains vont faire bande à part, agacés par les recommandations de l'état-major parisien. La Banque de France a réouvert ses portes ce matin dans toute la France. Seule l'usine de Chamalières était encore partiellement en grève, une partie des employés ayant repris le travail. Un accord a été conclu sur certains points, ce qui a entraîné la reprise du travail. Mais sur le fond, des points de désaccord persistent. Samuel Costa. Le travail a donc repris ce matin conformément à l'accord signé vendredi dernier. Un accord qui a permis aux syndicats de sauver la face en obtenant la garantie qu'il n'y aurait pas de sanctions disciplinaires et que la direction paierait 3 jours sur les 14 jours de grève. Mais un autre constat reste, celui d'un désaccord sur les questions de fond. La sous-traitance de certaines opérations, les salaires, mais surtout les effectifs. Les syndicats ne veulent pas d'une Banque de France affaiblie. À Chamalières, par contre, le mouvement se durcit. On considère qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un autre mouvement et on engagera de nouvelles formes d'action, mais en tout état de cause, le personnel est réellement déterminé à obtenir... C'est un conflit qui se durcit. On peut le considérer comme ça, que c'est un conflit qui se durcit. En tout état de cause, on tient à sauvegarder la qualité du service public. La direction reste sur ses positions, d'accord pour discuter sur l'avenir de la banque, mais un départ à la retraite sur 2 ne sera pas remplacé. Une position justifiée par la rigueur générale, la grève a cependant été perçue comme un avertissement sérieux. Il ne faut pas prendre à la légère des choses comme ça. Il faut se dire que ces mouvements sont des symptômes et qu'on doit les adresser, s'y adresser d'une manière substantielle. Je ne pouvais pas faire un certain nombre de concessions quantitatives, en particulier sur les effectifs ou les salaires, parce que je crois que la Banque de France ne doit pas s'exonérer, ne doit pas être le seul établissement financier français qui s'exonère d'un effort général conduit par notre pays. D'un côté, des syndicats déçus de ne rien avoir obtenu sur le fond, de l'autre, la direction qui a joué le pourrissement et le coût de la grève. Cette reprise du travail pourrait bien ressembler à un retour à la case départ. Notre système de sécurité sociale s'est finalement révélé moins coûteux que prévu. Pour l'année 87, le déficit sera de 4,1 milliards, alors qu'on l'évaluait à 15 milliards en juillet dernier. Une amélioration fragile néanmoins, car on sait déjà que le déficit du régime d'assurance vieillesse pour l'année prochaine sera considérable. Laure de Breuil. Ce sont les médecins de ville qui doivent recevoir cette année la palme de modération des dépenses d'assurance maladie. Ils ont réussi, en appliquant les diverses consignes du plan Seguin, à limiter les prescriptions. Résultat, la branche assurance maladie est excédentaire, plus 2,9 milliards de francs.
Les grands perdants sont les 750 000 malades qui ont perdu le droit à la gratuité totale des soins avec la suppression de ce qu'on appelait la 26e maladie. Le point noir de ces tableaux de chiffres demeure la progression des dépenses d'assurance vieillesse. Le rattrapage 87 de revalorisation des pensions, plus 3,7%, n'est compensé par aucune recette supplémentaire ni mesure d'économie. Or, la branche vieillesse supporte par exemple des avantages accordés sans contrepartie aux smicards, aux chômeurs et aux mères de famille. Les prévisions pour 88 font apparaître plus de 19 milliards de déficit, auxquels il faudra ajouter les 2 milliards de la branche famille. Enfin, toutes les prévisions des comptes de la sécurité sociale reposent sur des estimations de niveau d'emploi et de salaire, prévisions relativement aléatoires compte tenu de la baisse des marchés financiers et d'un ralentissement probable de l'activité économique. On n'a donc pas fini de parler du trou de la sécurité sociale, même si cette année, les gestionnaires peuvent pousser un ouf de soulagement avec seulement 4,1 milliards de déficit à la place des 15 milliards prévus. Les restaurants du cœur ont réouvert leurs portes dans 300 villes de France, où chaque jour 220 000 repas devraient être servis. Cette année encore, tout le monde de la politique et du show business s'est mobilisé pour l'œuvre entreprise il y a 3 ans par Coluche, de notre station FR3 Nantes. Il y avait foule ce matin dès l'ouverture du restaurant du Cœur à Nantes, moins pour assister au lancement officiel de la campagne en présence de Richard Boringer que pour être sûr d'avoir un repas à emporter. Ici, pas question de jouer la comédie de quelque manière que ce soit. Ici, on se passe des états d'âme. Je suis pas ému, je suis un peu en... Je suis pas ému, je suis extrêmement songeur, ça me rend songeur. J'ai d'autres raisons d'être songeur, mais disons que ce genre de raison, je trouve ça très dur, quoi. On ne joue pas la comédie au restaurant du Cœur et on ne triche pas. Seules peuvent s'inscrire les personnes pouvant justifier de leur situation de détresse, autant dire l'immense majorité des candidats. Combien seront-ils cette année? Toujours plus nombreux qu'on ne l'imagine. On peut dire malheureusement qu'il y en aura beaucoup plus, malheureusement parce que ça prouve combien il y a un besoin à satisfaire. Mais pour vous donner 2 chiffres, l'année dernière, à cette époque-ci, nous commencions avec 60 000 repas par jour. Cette année, nous sommes à 200 000 repas par jour. À ce rythme, les restaurants du Cœur pourront maintenir leur approvisionnement jusqu'à la moitié de l'hiver. Au-delà, c'est l'inconnu, d'où des appels constants à la solidarité. En Loire-Atlantique, des agriculteurs se sont engagés à apporter du lait quotidiennement. Solidarité active également de la municipalité qui a fourni le local et compte suivre de très près le déroulement de la campagne. Un appel est lancé également à l'approche de Noël à tous ceux qui pourraient donner des jouets. Les amateurs ne manquent pas. On comprend qu'au bout de 320 jours passés dans l'espace, le soviétique Romanenko soit content de retrouver le plancher des vaches. La relève de la station orbitale soviétique Mir s'est envolée aujourd'hui de Baïkonour. Caroline Sins. 12h18, le vaisseau spatial Soyouz TM4 décolle des neiges d'Asie centrale. Direction la station orbitale Mir. À bord, 3 cosmonautes soviétiques en mission très spéciale. Assurer la relève des champions de l'air Romanenko et Alexandrov. Romanenko est le recordman du séjour en orbite. 320 jours passés dans l'espace. La station Mir tourne autour de la Terre en 1h30 à 400 km d'altitude. But de l'expérience, étudier le comportement des cosmonautes pendant les vols de longue durée. Objectif, envoyer une mission habitée vers la planète Mars. L'ancienne et la nouvelle équipe passeront une semaine ensemble, le temps de faire les bagages. 2 des cosmonautes, partis aujourd'hui, resteront en orbite jusqu'en 89 pour battre un nouveau record de longévité. Ils devraient recevoir l'an prochain la visite d'un équipage franco-soviétique composé pour la France de Marc Tonini ou Jean-Loup Chrétien. L'Italie à Paris pour les fêtes de fin d'année. Dans la capitale et en banlieue, plusieurs artistes et artisans se sont installés qui, place du Tertre, qui à le Valois-Perret. Si je ne vous le précisais pas, vous vous croiriez à Venise. Tout de suite d'abord, place du Tertre, Jean-Pierre Anquery. Les peintres montmartrois continuent imperturbablement, même s'ils ont dû resserrer un peu plus leur rang, puisque leur place du Tertre est envahie par la crèche fameuse de Primo Filippucci. Œuvre d'une vie entière, toujours reprise et améliorée,
où cet artisan surdoué a mêlé les paysages et les coutumes de sa Toscane natale à ceux de Jérusalem et de l'antique Palestine autour de Jésus et des saints personnages de la grotte. Florence s'est installée dans la salle des fêtes de la mairie du 16e arrondissement. Florence, son Ponte Vecchio et les échoppes qui le bordent. La joaillerie certes, mais aussi tout l'artisanat florentin est représenté ici, 40 créateurs, de la céramique à l'art de la table, des masques aux marionnettes ou au travail du bois. Une promenade florentine à recommander aux amoureux des beaux objets comme aux amoureux tout court. À Levallois, place de Verdun, on a reconstitué le Grand Canal, Venise et ses gondoles. L'illusion l'emporte, le charme opère et le rêve exerce sa fascination. Les ponts et les palais de la cité des Doges se découvrent, défilent, se mirent dans l'eau. Romantisme et mystère du carnaval, grâce et harmonie des façades, légèreté du pont Academia ou du pont des Soupirs, sur plus de 300 mètres, le Grand Canal berce ses eaux calmes jusqu'au palais des Doges, au Campanile et à la place Saint-Marc. Des artisans travaillent sous les yeux des promeneurs, graveurs sur verre ou, Murano oblige, souffleurs. À cette époque de Noël, un avant-goût de fête, de dépaysement et de bonheur. Trêve des confiseurs sur les marchés financiers, c'est Noël pour eux aussi. Le dollar est stable, la bourse de Paris s'est redressée, mais sans grand enthousiasme. Martine Thiebaud. Le dollar est resté pratiquement inchangé avec juste un petit centime de gain à Paris. Mais le fait remarquable est plutôt la remontée lente mais continue du franc face aux marques à l'intérieur du système monétaire européen. Moins 1,5% pour le bilan de décembre, troisième mois de la purge financière. Voilà qui est mieux. À Paris, comme partout, on prépare les fêtes et les volumes d'affaires se rétrécissent. Aujourd'hui, on a retenu la stabilité du dollar pour reprendre 1,2% en fin de journée avec des hausses 5 fois plus nombreuses que les baisses. Valourex est détaché avec un bond de 15%. Remarquable aussi la Compagnie du Midi, plus 7,3%. Très nombreuses hausses entre 5 et 7% avec un coup de chapeau au magasin et à la distribution. En reprise également les valeurs étrangères américaines en tête. L'or s'est encore effrité. Le lingot a reperdu 250 francs à 85 700 francs et le Napoléon 4 francs à 535 francs. À Wall Street, on est toujours optimiste, bien qu'on travaille également au ralenti. Après une séance haussière, le Dow Jones reprend plus de 15 points en clôture. Carnet rose et carnet bleu. Bienvenue dans un journal qu'on aurait souhaité plus serein, cette période de fête de fin d'année. Un petit Satchel de 4,5 kg est le 9e enfant de la comédienne Mia Farrow. Il faut dire qu'elle en a tout de même adopté 4. Mais il est le tout premier du cinéaste Woody Allen, 52 ans. Le prénom de l'enfant a été choisi par son humoriste de père, inconnu au calendrier. Satchel veut dire sacoche ou cartable au choix. Comprenne qui veut. Carnet bleu maintenant, notre Johnny national a fait part de son intention de convoler en juste noces. Sa troisième épouse sera Gisèle Galante, la fille de la comédienne Olivia de Havilland. Date prévue pour les épousailles le 15 juin. Ils ont encore le temps de réfléchir. Depuis presque une semaine, nous sommes protégés par un anticyclone formidablement puissant. Mais comme Michel Touret me le disait tout à l'heure, chaque médaille a son revers. Effectivement, Jacqueline, toute médaille a son revers, et le revers de la médaille pour demain matin, eh bien, ce sera des brumes et des brouillards, car qui dit anticyclone dit brume et brouillard. Donc prudence sur les routes. Voyons la situation matinale. Cette énorme zone de haute pression nous protège complètement. Alors que se passera-t-il demain matin? Eh bien, un temps très nuageux dans le nord de la France, avec quelques bruines sur les côtes du nord et du nord-est. Au sud, brouillards matinaux, je vous l'ai dit, très très denses. Du soleil sur tous les massifs montagneux. Voyons la situation à la mi-journée. Comme souvent, injustice flagrante, c'est le sud de la France qui sera le plus avantagé. Dans le nord, temps gris, espoir de quelques éclaircies, on peut toujours rêver. Et dans le sud, après dissipation des brumes et brouillards, soleil, seuls endroits à éclaircies paresseuses, la Loire, la région lyonnaise, les vallées du Massif central et de la Garonne, ainsi que les côtes de Corse et de Provence. Température matinale assez fraîche, entre -2 et 7 degrés, 7 degrés de maximum à Bastia, -2 à Clermont-Ferrand, mais quasiment dans toute la France, les températures seront au-dessus de zéro le matin. L'après-midi,
6 sur le plateau de Langres, entre 6 et 19 degrés, 7 à Reims, 9 à Paris, 10 à Lyon, 11 à Nantes, 12 à Bordeaux, 14 à Marseille et le record du jour, je vous l'indique, avec 3 étoiles d'ordinateur, 19 à Perpignan. Ainsi qu'une petite fleur d'ordinateur également pour les habitants de Metz, car il ne fera que 7 degrés demain après-midi. Les températures européennes, si vous le voulez bien, ainsi que le temps chez nos voisins. Londres, 10 degrés, petite pluie. Berlin, 8 degrés, nuages. Genève, 10 degrés, nuages. Rome, 17 degrés, soleil. Madrid, 10 degrés, nuages. Athènes, 12 degrés, éclaircies. Demain, 22 décembre, n'oubliez pas de fêter l'arrivée de l'hiver, mais également les Saint-Françoise Xavier. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la sainte patronne des émigrés. À demain, Michel Thorez. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Catastrophe en série, la nuit dernière, 1500 disparus aux Philippines dans le naufrage d'un ferryboat. Cet après-midi, 16 morts et aucun survivant dans le bimoteur qui s'est écrasé à Bordeaux. Encore 3 Palestiniens tués dans les territoires occupés, tandis que les Arabes d'Israël ont manifesté leur soutien par une grève très suivie. Jacques Chirac en Franche-Comté reçoit les encouragements d'Edgar Faure. Les deux hommes sont d'accord sur tout, même pour défendre les fromages français. Banque de France, de grève lasse, le travail a repris ce matin. Sur le fond, les problèmes demeurent. Vos principaux rendez-vous demain avec l'actualité, 12h55 et 15h, des flashs présentés par Dominique Poncet. 19h20 sera présenté demain soir par Maggie Gilbert et Philippe Dessein. Je vous retrouverai demain soir à 22h10. La soirée n'est pas encore terminée sur FR3. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. J'espère que demain, l'actualité nous autorisera enfin à vous présenter ce journal avec un générique que nous avions fait tout spécialement pour cette période de fête. Bonne soirée, à demain. La gastronomie alsacienne, ce n'est pas seulement de la bière accompagnant la séculaire choucroute, mais c'est aussi une nouvelle cuisine pleine de fraîcheur. Conte savoureux d'Alsace, du lundi 21 au vendredi 25 décembre à 13h30 sur la 3. À partir de lundi 21 décembre, la rencontre de deux faux naïfs, Jean-Christophe Averti et le douanier Rousseau, dans un chromo de Noël, La vengeance d'une orpheline russe. Votre nouveau feuilleton, tous les jours à 18h45 sur la 3. Quelques jours de Noël.